Mes chers amis, le troisième sujet que nous allons aborder dans cette émission, c'est une visite incongrue, scandaleuse, qui se déroule aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, 7 mai 2025 à Paris, on a la visite du chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed Al-Shara, de son nom de guerre, Mohamed Al-Joulani, qui fait office de soi-disant président de la République de Syrie. Il est reçu officiellement aujourd'hui, il a été reçu officiellement aujourd'hui à Paris, par le président de la République française, Emmanuel Macron. Alors, ce sujet-là, je voudrais l'aborder d'une manière très méthodique. On va essayer de savoir qui est, selon les médias français eux-mêmes, selon la méthode de manger notre piment dans leur bouche, qui est M. Ahmed Al-Shara. Je pose cette question à une journaliste, eh bien, du Monde. Elle va nous répondre. Qui est M. Mohamed Al-Shara? Qui est Mohamed Al-Shara? J'avais écrit cette question sur mon moteur de recherche Google et j'ai cherché essentiellement la réponse des journalistes français. Qui est Mohamed Al-Shara? Je vais vous trouver ça. Je vais vous lire quelques articles de la presse française sur Mohamed Al-Shara. Voilà. C'est un article du 14 décembre 2024 intitulé « Qui est Mohamed Al-Shara ? L'homme qui a renversé Bachar el-Assad ». On nous dit de comprendre cela en 3 minutes. On donne la parole à la presse. Ahmed Al-Shara, le chef d'HTC, célèbre. Son groupe a mené une offensive éclair qui a renversé en quelques jours le dictateur syrien Bachar el-Assad. Chemise kaki et sans le turban des djihadistes, il montre un visage bien différent de celui qui, il y a quelques années, était à la tête d'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. Alors, qui est vraiment le nouvel homme? J'arrête la journaliste là. Elle s'appelle Chloé Denis. Elle est journaliste au Monde. Elle se promène librement à Paris. Ne venez pas dire que c'est moi qui ai dit. Ahmed Al-Shara était quoi? Avant qu'on le présente aujourd'hui à Paris comme étant le président de la Syrie. Il était quoi? Madame, recommencez. Chloé Denis, recommencez. Vous avez la parole. Son groupe a mené une offensive éclair qui a renversé en quelques jours le dictateur syrien Bachar el-Assad. Chemise kaki et sans le turban des djihadistes, il montre un visage bien différent de celui qui, il y a quelques années, était à la tête d'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. Alors, qui est... Donc, vous écrivez, on note, Chloé Denis, journaliste au Monde, nous rappelle que Ahmed Al-Shara était à la tête de l'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. S'il vous plaît, écrivez ça. Aidez-moi, hein, parce que c'est comme ça qu'on contrecarre leur procès. Leur procès superficiel. Selon Chloé Denis, journaliste au Monde, Ahmed Al-Shara était, avant d'arriver au pouvoir en Syrie, l'un des chefs de l'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. L'un des chefs d'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. Ça, on étudie ça dans le journal Le Monde à Paris. D'accord? On continue. C'est l'homme qui a été reçu par Emmanuel Macron, le chef de l'une des branches les plus radicales d'Al-Qaïda. C'est clair? C'est Chloé Denis qui dit ça. Moi, je me contente de lire la presse parisienne. Bon, on continue. Oui. Vraiment le nouvel homme fort de la Syrie, faisons le point. Ahmed Al-Shara, né en 1982 à Riyad, dans une famille de la classe moyenne supérieure, et a grandi à Mézeh, un quartier aisé de Damas. Après avoir commencé des études de médecine, il rejoint Bagdad en Irak en 2003. Dans le but... Ahmed Al-Shara avait commencé des études de médecine, ça l'a dépassé. Il a échoué en médecine. D'accord? C'est un médecin raté qui est là. Ahmed Al-Shara. Écrivez, c'est Chloé Denis qui nous dit ça. Il avait commencé des études de médecine. Il les a abandonnées. On va savoir donc quel travail monsieur a choisi. Parce que quand tu abandonnes les études de médecine, c'est peut-être pour aller faire quelque chose d'intéressant. Mais là, Chloé Denis, journaliste au journal Le Monde, publiant à Paris. Chloé Denis nous dit quel travail monsieur est allé faire après avoir abandonné les études de médecine. Hop.
de combattre les troupes américaines venues renverser le président irakien de l'époque, on revient, Madame Denis. Ahmed al-Shara, né en 1982 à Riyad, dans une famille de la classe moyenne supérieure, et a grandi à Mézeh, un quartier aisé de Damas. Ouais. Après avoir commencé des études de médecine, il rejoint Bagdad en Irak en 2003, dans le but de combattre les troupes américaines venues renverser le président irakien de l'époque. Donc, il a quitté les études de médecine pour s'engager dans les troupes d'Al-Qaïda afin de combattre l'armée américaine. Donc, il a quitté les études de médecine pour devenir quoi? Al-Qaïda, c'est une organisation quoi? Non, écrivons ensemble, hein, parce que apprendre là, c'est bien. Là, on apprend dans le journal Le Monde, basé à Paris, sous la plume de Madame Chloé Denis, journaliste au journal Le Monde à Paris. Elle a écrit cet article le 14 décembre 2024. Je n'étais pas là. Je n'étais pas derrière elle en train de lui dicter. Ce monsieur a abandonné ses études de médecine pour devenir terroriste. Vous avez entendu ou pas? Ok. C'est lui qui est accueilli par le président Emmanuel Macron comme président de la Syrie. Aujourd'hui, 7 mai 2025. Quelqu'un qui a fui l'école pour aller faire du terrorisme. Combattre au passage, soi-disant donc les troupes américaines. La suite. Saddam Hussein. Son parcours prend alors un tournant radical. Il est arrêté et incarcéré dans plusieurs prisons irakiennes tenues par les États-Unis. À partir de ce moment-là, il renforce ses affiliations djihadistes, intègre dans la foulée l'État islamique d'Irak, dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi. Là, c'est important ce que nous dit Mme Chloé Denis. Ahmed al-Shara a été arrêté par les Américains. Il a été incarcéré dans plusieurs de leurs prisons, telles par exemple la prison d'Abu Ghraib. Mais quand il était en prison là-bas, est-ce qu'il a choisi de changer? Est-ce qu'il a demandé à retourner faire ses études de médecine? Non! Quand il était en prison, il a décidé de poursuivre sa carrière dans le terrorisme, en changeant de branche, en adhérant maintenant à la nouvelle branche du terrorisme qui venait de naître à l'époque, qui s'appelle l'État islamique. Ce sont ces gens-là qui ont tué plus de 130 Français. Le 13 novembre 2015 à Paris, les attentats du Bataclan. Ce sont les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont tué plus de 130 Français. À Paris, le 13 novembre 2015. C'est son groupe. Il quitte ses études de médecine, il rejoint Al-Qaïda, ça ne lui va pas, il rejoint l'État islamique. Madame Denis, continue à nous dire qui est reçu aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. Et il change de nom pour Abu Mohamed al-Joulani. C'est une référence au plateau du Golan, un territoire syrien occupé par Israël et qui se trouve être la région d'origine de son père. Donc, son nom véritable c'est Ahmed al-Shara, mais dans son chemin de transformation en un terroriste de plus en plus radical, il a décidé de prendre un nouveau nom, c'est Mohamed al-Joulani. Joulani, c'est le nom de sa région d'origine, la région d'origine de son père en Syrie. Ça correspond à ce qu'on appelle la région du Golan, qui est actuellement occupée par l'armée d'Israël. Donc il a pris le nom de Mohamed al-Joulani pour dire que lui, il allait se spécialiser dans la libération du Golan. Mais ce qu'on va bien voir là, c'est qu'en fait, monsieur, au fur et à mesure qu'il va évoluer dans le radicalisme et le terrorisme, va se mettre au service de ses soi-disant ennemis. La suite. Du printemps arabe syrien et des mouvements anti-Assad en 2011, il est envoyé en Syrie pour établir une nouvelle filiale secrète de l'État islamique d'Irak, le Front al-Nosra. Bon, donc, il est recruté à un moment donné, justement par les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, pour aller combattre un ennemi juré de l'Occident au Moyen-Orient, Bachar el-Assad. C'est-à-dire que celui qui quitte la faculté de médecine pour rejoindre Al-Qaïda, soi-disant pour combattre les Américains, devient l'agent des Américains et des Israéliens pour aller combattre les Syriens. Au passage, qui a créé Al-Qaïda? Qui a créé l'État islamique? Selon les dirigeants actuels des États-Unis d'Amérique, Al-Qaïda et l'État islamique sont des créations des services secrets américains et de leurs alliés occidentaux de l'OTAN et du Moyen-Orient. Ça, c'est l'information officielle que le président Donald Trump, Madame Tulsi Gabbard, la chef du renseignement général américain, Monsieur Elon Musk nous ont donné en cette année 2025. Il n'y a plus de débat là-dessus. Al-Qaïda, l'État islamique, sont des créations des services secrets américains et de leurs alliés occidentaux. En début d'année, on a même sorti la liste des paiements effectués par le Trésor public américain, à travers notamment l'USAID, aux organisations terroristes. Donc, ce n'est plus un débat. C'est une thèse qui a été scientifiquement établie. Et pour ceux qui n'ont pas encore une connaissance scientifique de ce problème, voilà mon livre.
Commandez sur Amazon l'impérial terrorisme, livre broché. Vous y retrouvez toutes les preuves que c'est l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient qui attaquent l'Afrique. Non pas de soi-disant djihadistes pour des raisons religieuses. J'ai démontré ça ici. D'accord? Ok. Donc, Ahmed al-Shara devient donc officiellement l'employé des impérialistes américains contre la Syrie, son pays natal. Alors qu'il prétendait être allé combattre les Américains pour défendre le régime de Bachar el-Assad, il se retrouve en réalité agent des Américains pour combattre les régimes qui ne veulent pas accepter le bradage de leur pétrole, de leur gaz, de leur or, de leur manganèse, de leur uranium, comme d'habitude. Vous savez, les oligarques américains créent des guerres là où ils ne peuvent pas piller tranquillement. Ils créent des guerres pour déstabiliser. Une fois qu'ils ont déstabilisé une région, ils se servent abondamment. Madame Chloé Denis, continuez à nous présenter l'homme. Merci de votre travail. Pendant plusieurs années, le groupe mène des actions violentes et s'impose en Syrie tout en cachant ses liens avec l'État islamique d'Irak. Alors, quelles sont les actions violentes que ce groupe a menées? Chloé Denis a écrit sur la vidéo que je vois. Ils ont exécuté des minorités en Syrie. Et ils ont exécuté les opposants politiques. Ça, ce sont les actions que l'homme qui a été reçu en grande pompe par Emmanuel Macron à l'Élysée ce 7 mai a mené. Allons-y. Mais des tensions apparaissent en 2013 après que l'organisation d'Al-Baghdadi déclare la fusion des deux groupes sous le nom de l'État islamique en Irak et au Levant, ce qui révèle pour la première fois les liens qui les unissaient. Mais opposé à cette fusion, Ahmed al-Shara prend sa distance avec la brutalité de l'État islamique car il veut obtenir le soutien de la population syrienne dans son projet de renverser Bachar al-Assad. Ahmed al-Shara choisit alors de plutôt prêter allégeance à l'organisation internationale djihadiste Al-Qaïda et fait du Front al-Nosra sa branche syrienne. Vous avez bien entendu, Ahmed al-Joulani, à un moment donné, ne s'entend pas avec al-Baghdadi, qui est le patron de l'État islamique. Il retourne chez ses anciens maîtres, Al-Qaïda. C'est-à-dire que le gars, à aucun moment il se souvient qu'il avait commencé des études de médecine et qu'il devrait retourner à l'école. Non. Monsieur quitte les études de médecine, entre dans le terrorisme d'Al-Qaïda. Il évolue du terrorisme d'Al-Qaïda au terrorisme de l'État islamique. Quand ça se passe mal pour lui dans l'État islamique, il retourne au terrorisme d'Al-Qaïda. Il ne revient jamais étudier la médecine. Vous voyez comment ce gars-là est mauvais? Vous voyez comment ce type-là est mauvais? C'est lui qui est accueilli aujourd'hui 7 mai 2025 à Paris. Et apparemment, c'est un crime même simplement d'en parler. C'est-à-dire que nous autres qui analysons la vie politique, on n'a même pas le droit. On n'a même pas le droit d'exprimer le scandale que nous ressentons devant un tel adoubement, une telle consécration pour une crapule internationale de cette taille. Vous voyez, mes amis côté TikTok, écrivez Good Live et partagez massivement le live. On essaye de signaler le live alors que je suis en train de rapporter des faits qui sont écrits dans le journal Le Monde à Paris. Et personne n'a traqué Chloé Denis. Chloé Denis qui rend compte de qui est, eh bien, Ahmed al-Shara. Mes amis côté TikTok, dites à TikTok, le prof, le docteur Nyamsiwa Cameroun est en train de parler de faits documentés par la presse officielle française. Madame Chloé Denis est là, sur mon ordinateur à gauche. C'est elle qui est en train de parler. Vous entendez sa voix. Je n'ai rien inventé. Un grand terroriste reçu à Paris, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'ailleurs, on va lire ce que la presse française a dit aujourd'hui. Continuez, madame. Mais l'approche du Front al-Nosra n'est pas claire. En 2015, par exemple, al-Shara assurait à la télévision que les minorités syriennes n'avaient rien à craindre de lui. Et 2 semaines plus tard, des membres de son organisation assassinaient une vingtaine de personnes appartenant à la minorité religieuse druze. Donc, Ahmed al-Shara est coupable de l'assassinat de plusieurs personnes de la minorité religieuse des Druzes. C'est cet homme-là qui est reçu à l'Élysée. On continue? Ouais. À la suite de la saisie d'une maison dans les environs d'Idlib. En difficulté, pour redorer son image et enlever le label terroriste, il se sépare d'Al-Qaïda en 2016, rebaptise son organisation Fatah al-Sham puis Hayat Tahrir al-Sham. Donc il va créer des nouveaux noms pour camoufler son organisation terroriste parce que son nom s'est trop gâté en travaillant pour Al-Qaïda et l'État islamique. Il crée maintenant Fatah al-Sham en 2016 et en 2017, il crée Hayat Tahrir al-Sham, qui sont toujours des organisations terroristes. Mais là, c'est sa propre entreprise terroriste à lui. Monsieur, jusque-là, ne veut pas retourner étudier la médecine. Il approfondit le terrorisme.
Se sépare de ses éléments les plus radicaux, se repositionne non plus comme un mouvement djihadiste, mais comme un mouvement révolutionnaire conservateur, et fait d'Idlib le bastion des rebelles anti-Assad en 2017. Il met en place un gouvernement syrien de salut, éloigné du système totalitaire de l'État islamique par ses départements spécialisés dans l'éducation, la santé et la création du département des doléances. La province d'Idlib est alors considérée comme l'une des mieux gérées de la Syrie, tout en ayant un conseil religieux guidé par la charia. Actuellement, l'organisation d'Ahmed al-Shara reste sur la liste des organisations terroristes des Nations Unies. Bon, l'ONU continue de considérer l'organisation d'Ahmed al-Shara comme une organisation terroriste. Donc c'est un chef terroriste estampillé comme tel par l'ONU qui est reçu par Emmanuel Macron à Paris. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, les Africaines et les Africains qui écoutent cette émission, les Françaises et les Français qui écoutent cette émission, doivent maintenant se poser la question suivante. Que révèle le fait que le président français Emmanuel Macron accueille un chef terroriste avéré à l'Élysée? Qu'est-ce que cela révèle? Alors, quand on se place sur le terrain africain, première conséquence, cela révèle une complicité avec ce chef terroriste. Mais si vous êtes accueillant envers les terroristes, vous êtes en complicité avec eux. Premier point. Deuxième point, cela révèle que la lutte antiterroriste dont se sont targués les dirigeants français, notamment depuis 2013 en Afrique, n'a jamais été sincère. Et cela a été démontré ici. Cette duplicité de la lutte antiterroriste des dirigeants français en Afrique a été démontrée dans ce livre. On a montré que M. Macron en 2017 lui-même reconnaît que les Français ont eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Ça, c'est ce que dit le président Macron dans une interview accordée au journal Le Figaro en juin 2017. En 2013, il y a un témoignage du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, face au ministre français des Affaires étrangères de François Hollande, qui s'appelait alors Laurent Fabius, où Fabius est pris la main dans le sac de la duplicité. Lorsque Lavrov lui dit, vous demandez à la Russie de ne pas utiliser son embargo, son veto, et vous permettre d'intervenir au Mali. Mais vous allez combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Fabius répond, c'est la vie. On trouve dans ce livre la preuve donnée par les emails de Mme Hillary Clinton, qui avoue qu'il faut tuer Kadhafi, parce que Kadhafi risque de mettre en place une monnaie qui va mettre fin à la suprématie du dollar, du franc CFA et de l'euro à travers l'Afrique. On trouve les preuves. Ils n'ont pas tué Kadhafi pour la démocratie et les droits de l'homme. Ils l'ont tué parce qu'il était un obstacle à leur volonté de continuer à piller l'Afrique. Je tiens à vous rappeler que pour piller l'Afrique, ces puissances vont très loin dans la malhonnêteté. Elles créent une monnaie qui est une véritable mafia comme le franc CFA, consistant à payer les Africains avec leurs propres richesses. En utilisant simplement la planche à billets de chamalière, on paye les Africains avec leurs propres richesses. On finance les Africains avec les richesses des Africains. On endette les Africains avec les richesses des Africains. L'aide française au développement, l'a dit M. Mattei, un journaliste très informé de cette affaire, n'est rien d'autre que l'argent des Africains prêté aux Africains avec taux d'intérêt. Rendez-vous compte que le franc CFA, c'est quoi? C'est de l'argent qui est produit par la Banque de France, mais qui n'est valable qu'en Afrique. C'est-à-dire, c'est un argent qui n'a de la valeur que par rapport aux richesses africaines. Mais imaginez qu'ils soient capables d'aller plus loin, en fabriquant un dollar qui ne serait valable qu'en Afrique, et qui ne peut pas être utilisé par les Africains pour acheter aux États-Unis. Imaginez qu'ils soient capables de faire ça. Est-ce que vous savez que ces puissances-là sont capables de créer des fausses monnaies de leur propre monnaie pour pomper les richesses du Sud global? Est-ce que vous savez qu'ils sont capables de faire ça? Donc, voici l'homme qui est reçu aujourd'hui à l'Élysée. Il appartient aux organisations terroristes que les Africains affrontent depuis pratiquement 15 ans. Depuis 2013. C'est Al-Qaïda et l'État islamique qui attaquent l'Afrique. Et ce sont des organisations issues des services secrets occidentaux. C'est documenté. Donald Trump même l'a reconnu publiquement. C'est pas moi qui ai inventé cela. Monsieur Trump, qui a créé Al-Qaïda, venez parler ici. On peut penser que je suis en train de, je ne sais pas, d'utiliser ma mémoire personnelle. Monsieur Trump, qui a créé Al-Qaïda? Trump. Venez parler. Qui a créé Al-Qaïda? Trump. Qui a créé l'État islamique? Hein? Qui a créé l'État islamique? Ouais.
Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une... Très bien. Non. Écoutez, alors... Quand on voit quelqu'un qui appartient aux organisations qui ensanglantent l'Afrique être reçu à l'Élysée, quelle est la conséquence pour les Africains? Que la politique menée par les pays de l'AES est une politique de vérité. Pour ceux d'entre vous qui auraient encore des doutes, là c'est clair, non? Si les pays de l'AES ont refusé de continuer à lutter contre le terrorisme en compagnie de la France, c'est à cause de cette duplicité française que vous voyez aujourd'hui, encore à l'Élysée. Si aujourd'hui, dans tous les pays africains où il reste encore quelques détachements de l'armée française, les opinions leur demandent de partir. C'est à cause de ces faits. C'est à cause de ce comportement. C'est à cause de ces relations littéralement scandaleuses avec ceux-là même qu'ils sont supposés combattre. Dites-moi très clairement, comment le président Macron peut-il prétendre avoir combattu le terrorisme en Afrique en accueillant des terroristes à l'Élysée, en leur déroulant le tapis rouge? Qui peut croire en la sincérité de la lutte antiterroriste française dès lors que le président de la République française reçoit un chef terroriste avéré, radical, comme l'a dit Tulsi Gabbard, l'un de ceux qui ont sûrement dansé lorsque plus de 4000 Américains ont été tués le 11 septembre 2001. Comment peut-on le recevoir en grande pompe à l'Élysée, au vu et au su du monde entier, sans par là même cautionner les crimes qu'il a commis? Voilà. Donc l'Afrique reçoit 5 sur 5 la confirmation de la légitimité de la politique menée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Même la décision prise par le Tchad de faire partir les troupes américaines et françaises est une décision qui est venue du constat de cette collusion d'intérêts, du constat de cette duplicité, du constat de cette absence de clarté de l'OTAN, du constat du fait qu'il y a une complaisance, il y a une organisation, il y a une facilitation du terrorisme par ceux-là même qui reçoivent dans leur palais les chefs terroristes. Mais qu'est-ce qui est reproché à l'Algérie par le Mali, le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui? N'est-ce pas d'héberger les chefs terroristes? Mais comment le Mali peut-il reprocher cela à l'Algérie et accepter cela de la part de la France? Comment le Burkina Faso pourrait-il reprocher cela à l'Algérie et l'accepter de la part de la France? Reprocher cela, le Niger pourrait le faire à l'Algérie. Faudrait-il alors l'accepter de la part de la France? Tous les États du Moyen-Orient qui font ami-ami avec les chefs d'Al-Qaïda et l'État islamique, est-ce que nous sommes fondés à faire ami-ami avec eux en Afrique? Réponse non. Réponse non. Nous ne pouvons pas prétendre combattre le terrorisme et être laxistes envers des États qui le parrainent, des États qui le cajolent, qui le caressent et qui le soutiennent. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment cela. C'est vraiment cela. C'est ce qu'il faut clairement, comprendre ici. C'est ce qu'il faut clairement comprendre ici. Mes amis côté TikTok, continuez à être actifs. On essaye de tout faire pour nous empêcher d'aller au bout de notre exposé. Pareil, côté YouTube, faites un partage. Un tour de partage. Aussi côté Facebook. Vous êtes près de 1000 sur Facebook. Un tour de partage. Un tour de partage TikTok. Un tour de partage Université Libre l'Afrique des Libertés. Et vous, sur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, eh bien, l'Afrique des Libertés, soyez actifs. Bon, il y a une troisième conséquence. Mais la troisième conséquence de toute cette affaire, c'est que là, on a encore une preuve supplémentaire à verser au dossier du casus belli international de soutien au terrorisme. Est-ce que les États africains ne sont pas fondés en constatant qu'un chef terroriste avéré, qui est encore classé terroriste à l'ONU, est reçu en France? Est-ce que les États africains ne sont pas fondés à porter une plainte? Est-ce que les citoyens français ne sont pas fondés? Est-ce que les députés, les sénateurs français n'ont pas la responsabilité de mener une procédure contre le gouvernement qui reçoit un chef terroriste d'une des organisations qui ont tué des Français? Il est temps quand même que ce soit les gouvernements européens
le gouvernement français, le Parlement français. Il est temps que les gouvernements africains, dans leur totalité, les sociétés civiles européennes, françaises, il est temps de prendre nos responsabilités, chacun en ses grades d'égalité, pour mettre fin à cette ignominie. La réception officielle d'Ahmed al-Shara, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, incontestablement reconnu comme tel à Paris, est un aveu de collusion des autorités françaises actuelles avec le terrorisme international. Je suis désolé, c'est un devoir de philosophe, c'est un devoir d'homme, c'est un devoir de vérité et de justice que de le dire. Si vous n'êtes pas capable de le dire, cela veut dire que vous êtes complice, eh bien, de ces millions d'êtres humains qui ont été sacrifiés par le terrorisme pour le compte de l'impérialisme. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer cette caution au terrorisme, cela veut dire que vous acceptez le sort qui est fait au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple tchadien, au peuple camerounais, au peuple nigérien, au peuple nigérian, au peuple béninois. Vous avez vu comment ils ont assassiné les soldats béninois, ces gens-là? Ne pas dénoncer cette complaisance, cette complicité, ne pas dénoncer cette bienveillance envers le terrorisme qui ensanglante l'Afrique, c'est l'encourager. Et nous devons le dénoncer courageusement, car nous n'avons pas le choix. Si nous voulons que l'Afrique vive, il faut que les voix africaines dénoncent les injustices subies par les Africains. Mais je finis ce sujet en abordant la manière dont la même presse continue à traiter les présidents panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La même presse continue d'appeler le président Assimi Goïta chef de la junte. Appeler les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, les juntes. Et c'est la même presse qui, à l'instar de France 24, appelle, eh bien, monsieur Ahmed al-Shara, le président syrien. Quelle honte, quelle tristesse, quelle désolation. Pour, eh bien, la crédibilité de la France au plan international. Comment des médias d'État comme France 24 peuvent donner du président syrien à un chef terroriste et traiter de chef de junte des gens qui combattent justement ce terrorisme chez nous, en Afrique. Le président Assimi Goïta n'est pas un chef terroriste. C'est le président de la République du Mali, c'est le chef de l'État du Mali, et il est la tête du combat contre les groupes terroristes dans son pays. Tel est le cas du président du Faso, Ibrahim Traoré. Tel est le cas du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ce ne sont pas des chefs terroristes. Ce sont des chefs d'État à la tête de leur peuple et de leurs armées pour combattre le terrorisme. Presse française, arrêtez de manquer de respect à ceux qui combattent le terrorisme pendant que vous flattez les terroristes. Car c'est par ce type de comportement que des vies françaises ont été livrées à ceux-là même que vous présentez maintenant comme des anges de lumière. Dans cette ville de Paris, nous avons tous vécu l'émoi, le traumatisme des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Quel manque de respect pour toutes ces personnes qui ont été tuées au Bataclan que d'accueillir l'un des plus éminents membres de l'organisation qui les a assassinés. Est-ce que vous imaginez le dégoût que vous inspirez aux populations africaines quand elles se rendent compte que vous faites ami à Paris avec les dirigeants des organisations qui ensanglantent tout le continent africain? Est-ce que vous imaginez que par ce type d'acte, vous ternissez encore plus, vous aggravez encore plus le sort de votre diplomatie en Afrique? Et il est important qu'on vous le dise. Ce sont des actes qui ne sont pas sans conséquences. On n'encense pas un chef terroriste en France sans conséquences pour la politique africaine de la France. Car l'Afrique est en lutte contre le terrorisme. Il fallait que je le dise de la façon la plus claire possible. C'est un scandale. S'il y avait encore un Parlement en capacité de faire valoir les pouvoirs de la démocratie en France, on demanderait la démission du président Macron après avoir reçu ce chef terroriste. Les familles des morts du Bataclan, tuées par Al-Qaïda et l'État islamique, c'est-à-dire tuées par l'organisation d'Al-Joulani, devraient sortir comme un seul homme pour dire « Nous ne pouvons pas accepter
que vous receviez dans le palais présidentiel de la République un homme qui appartient à une organisation qui a tué nos proches, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Mais regardez l'état de désolation dans lequel se trouve la France. J'ai lu la presse française, des réactions molles. À peine se sent-on scandalisé, à peine mesure-t-on la gravité de ce qui se passe. Les gens sont apitoyés, bien sûr, par leurs dettes, leurs crédits. Ils sont apitoyés par l'effondrement de leur pouvoir d'achat. Les gens sont fatigués de la mauvaise foi des hommes politiques et des femmes politiques de gouvernement en France. Au point que des choses scandaleuses comme ça se passent et les gens vivent tranquilles chez eux. Quand cette France était encore en éveil, ce type de réception aurait déclenché dans Paris la sortie d'1 million de personnes vers l'Élysée. Pour chasser le terroriste. Dénoncer la complicité avec ceux qui ont tué des Français. Mais ce 7 mai s'est déroulé de manière à peu près banale en France. Un chef terroriste éminent, classé comme tel par les Nations Unies, au moment où je vous parle, a été reçu au palais présidentiel de la France sans qu'il y ait un mouvement sérieux d'humeur de la population. J'en suis triste, mais c'est le signe de l'effondrement d'une civilisation. Ce sont des choses qui sont les indications de l'effondrement d'une civilisation. Quand on laisse faire cela, cela veut dire qu'on se laisse faire soi-même. C'est très grave. Mais moi, au moins, j'ai dénoncé. Je ne suis pas, partisan de cette confusion. Je ne suis pas partisan de cette laudation, je ne suis pas partisan de cette complicité. Je la dénonce. Je suis scandalisé, choqué, indigné par la réception dans le palais présidentiel de la République française d'un chef terroriste avéré d'Al-Qaïda de l'État islamique qui ont tué des Français dans plusieurs attentats terroristes et qui ont tué et qui continuent à tuer des Africains au moment où je parle. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.